Business Mag. Business Mag. Business Mag. Business Mag. Business Mag. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique, c'est sur la 90.3 iRadio. Tous les samedis, Oumou Kalsoumba décrypte avec un expert toutes les informations économiques nationales et internationales. Business Mag, c'est aussi des reportages, des dossiers, des portraits et bien sûr le round-up hebdomadaire de l'actualité économique et des hydrocarbures. Tout ce qu'il faut pour saisir les enjeux d'un monde qui bouge. Business Mag, c'est tous les samedis de 11h10 à midi. Rendez-vous est pris avec Oumou Kalsoumba dans votre émission Business Mag, le magazine économique de la 90.3 iRadio, ici et ailleurs. Ringoup, directeur général Lassar, j'écoute Business Mag avec Oumou Kalsoumba sur iRadio. Guy Kouet, président du Centre africain de veille et d'intelligence économique en abrégé CAVI, j'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Oumou Kalsoumba. Demba Seydi, coordinateur régional Afrique de l'Ouest francophone de Publier ce que vous payez. J'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Oumou Kalsoumba. Bokassi, directeur général de la BHS et président de la PBF. J'écoute Business Mag sur iRadio avec Oumou Kalsoumba sur la 90.3. Abdoulaziz Sy, directeur général groupe Subdeco Dakar, vice-président de la Chambre américaine de commerce au Sénégal. J'écoute Business Mag sur la 90.3 iRadio avec Oumou Kalsoumba. Fatou Morgana Diop, directrice marketing et développement de l'entreprise Carapid Prestige et eComfort Sénégal. J'écoute le Business Mag sur iRadio avec Oumou Kalsoumba. Merci de choisir la 90.3 iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans votre magazine Eco Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Business Mag, nouveau format, nous allons nous coller à l'actualité mondiale, une actualité toujours dominée par la pandémie de Covid-19. C'est officiel, la fermeture des frontières aériennes prolongée jusqu'au 31 mai, une annonce faite par le ministre des Transports aériens et du Tourisme Alioune Sarr. Le gouvernement avait annoncé le 20 mars dernier la suspension et l'exploitation de tous les vols en provenance et à destination des aéroports du Sénégal pour contenir la propagation du coronavirus sur son territoire. L'ouverture des frontières aériennes était prévue le 17 avril. Nous restons dans les airs. Une enveloppe de 77 milliards de francs CFA en riposte à la pandémie de Covid-19 est destinée à l'aviation civile et les secteurs associés. D'après le ministre du Tourisme et des Transports aériens, cet appui s'inscrit dans le cadre du plan de résilience économique et sociale de 1000 milliards de francs CFA mis sur pied par le gouvernement sénégalais pour atténuer les impacts économiques et sociaux de cette pandémie. Dans sa répartition, 45 milliards de francs CFA seront affectés au Hub Air Sénégal dans l'opérationnalisation de son plan de développement. Une somme de 15 milliards de francs CFA sera allouée au crédit hôtelier et touristique, tandis que 12 milliards de francs CFA seront affectés au paiement des hôtels réquisitionnés pour le confinement des cas contacts du coronavirus. Et 5 milliards de francs CFA sont destinés à soutenir et à accompagner les entreprises et les agences du portefeuille de l'État. En outre, le gouvernement a consenti à décaisser 200 milliards de francs CFA pour alimenter un fonds de garantie et de bonification qui va permettre aux entreprises du secteur de disposer de crédits de trésorerie et de prêts rapides auprès des établissements financiers. Une autre mesure forte qui vient d'être prise par le report des paiements de la TVA des entreprises du secteur du tourisme et des transports aériens pour une durée indéterminée. Le président de la République Macky Sall a demandé au ministre des Finances et du Budget en relation avec celui de l'économie et de l'Observatoire de la qualité des services financiers d'engager les responsables de la BCEAO, des établissements de crédit et des institutions de microfinance des consultations afin de sécuriser davantage le traitement diligent des opérations financières et de faire bénéficier aux différents agents économiques d'un report d'échéance de leur crédit sur une période à convenir,
Le décryptage de cette mesure prise par le chef de l'État avec l'économiste Amadou Bachir Diop, nous l'écoutons. Avant la sollicitation du chef de l'État, donc on avait déjà vu que la Banque centrale, depuis le 4 avril, avait sorti un communiqué pour demander aux banques de faire report d'échéance aux entreprises. Donc l'objectif de toutes ces demandes de la part de l'État, de la Banque centrale, c'est permettre aux entreprises de pouvoir conserver de la trésorerie qui leur permettra de faire face à des difficultés de première nécessité, donc comme la prise en charge des salariés, et au moins pouvoir faire face à certaines commandes en ces temps d'urgence. Donc on a vu que la plupart des entreprises actuellement sont presque à l'arrêt. Il n'y a plus de production, ou bien la production a fortement diminué, et ceci a un impact considérable sur le chiffre d'affaires. Maintenant, toutes les mesures que sont en train de prendre l'État au profit des entreprises permettra donc de conserver les emplois au niveau des entreprises, qui est le premier objectif recherché donc, dans l'économie, parce que principalement si l'emploi s'affaisse durant cette période, donc ça va être très difficile de rattraper cette situation. Au niveau des banques, la situation peut aussi avoir un impact sur eux parce que c'est des ressources en moins qui leur seront imputées donc sur leurs revenus, mais au moins ils ont beaucoup plus de possibilités de faire face à ces difficultés que les petites entreprises, les PME, et la Banque centrale aussi les a promis de prendre des mesures pour pouvoir les aider à faire face à cette situation, mais aussi prendre ça en compte donc sur leurs obligations prudentielles qu'ils doivent respecter, sur les retards de crédit et les reports d'échéance. Depuis l'apparition du coronavirus au Sénégal, le chef de l'État a fait de l'annulation de la dette des pays africains son cheval de bataille. Il y a quelques jours, dans une tribune largement reprise par les médias, le chef de l'État avait réitéré son appel en faveur de l'effacement de cette ardoise. Message bien reçu par le président français qui s'est montré disposé à accéder à cette requête. Je cite, « Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. Oui, nous ne gagnerons jamais seuls parce qu'aujourd'hui, à Bergame, Madrid, Bruxelles, Londres, Pékin, New York, Alger ou Dakar, nous pleurons les morts d'un même virus, a déclaré le président Emmanuel Macron lors de son adresse à la nation lundi passé. Son homologue, le chef de l'État, a aussitôt réagi via Twitter. Voici le contenu de son tweet. Je cite, « Notre proposition allant dans le sens d'une annulation de la dette soutenue par la déclaration commune africaine est également accueillie favorablement par la France. Je remercie le président Emmanuel Macron. » Fin de citation. Le coronavirus n'a pas épargné les avocats. Les robes noires assistent à un ralentissement de leur activité. Presque plus d'audience au tribunal, les cabinets fermés par mesure de sécurité, et cela se ressent sur leurs finances. Leurs clients aussi sont lésés. Moustapha Gabar Diop. La profession d'avocat face à la crise sanitaire. Par mesure de sécurité, les audiences sont réduites, les cabinets fermés. Conclusion, les avocats sont impactés. Maître Ndeifatou Touré. Comme vous le savez, il y a un ralentissement certain, réel, quant au fonctionnement de la justice, du service public de la justice, mais également des affaires. D'abord, par rapport à nos cabinets, vous savez, l'avocat, il a 3 catégories de tâches dans la journée. Il est conseiller d'abord juridique, il représente en matière civile et commerciale, mais il assiste en matière pénale. Et évidemment, la troisième, elle est éminemment administrative, puisque nous sommes dans nos cabinets où nous recevons nos clients. Ils sont financièrement aussi impactés, parce que quand on est patron de cabinet, les gens ne viennent pas ouvrir les dossiers. Vous ne pouvez pas faire de recouvrement, vous ne pouvez pas exécuter, faire des exécutions, c'est limité, ce n'est pas dématérialisé. Maître Ndeifatou Touré, conforté par son collègue Maître Moussa Fadja, avocat à la Cour. Évidemment, cela a une incidence sur le travail au quotidien des cabinets d'avocats. On ne reçoit pas le public, cela se comprend aisément. Nous avons des mesures de confinement à respecter et autres, mais généralement nous renseignons les clients au téléphone, par les biais également des outils nouveaux de communication, WhatsApp et autres, et nous faisons régulièrement les comptes rendus. Pour ce qui est des audiences aussi, comme vous le savez, le garde des Sceaux avait pris des mesures
l'essentiel des audiences ont été renvoyées à 1 mois, sauf les audiences urgentes. Et je précise que durant ces audiences également, le public n'est généralement pas admis, ce qui en tout cas entre en droit digne dans les mesures de précaution édictées par les autorités. Pour contourner cette situation, le digital, notamment l'éthique, la solution. Maître Aboubacar Barrow. Tout état de cause, les avocats doivent et s'adaptent tant bien que mal à l'évolution du Covid-19. Et je pense que justement, l'occasion nous est permise de revoir notre manière de faire, notre manière de travailler, en mettant beaucoup l'accent sur la voie électronique. Je pense qu'il faut qu'on ait quand même une analyse positive de la situation, faire en sorte qu'aujourd'hui, la justice puisse s'adapter au Covid-19. Donc, j'avoue que cette maladie a des aspects extrêmement négatifs, mais également des aspects positifs. On peut l'exploiter pour voir et revoir les conditions dans lesquelles aujourd'hui les métiers d'avocat ou la justice doivent s'exercer. Au temps du coronavirus, le métier d'avocat est surréaliste, disait un confrère. Soumis à l'état d'urgence sanitaire, ils sont confrontés à des situations compliquées. Moustapha Gabar Diop, d'après la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne devrait également connaître un recul de sa croissance estimée à 2,1% contre 5,1% de la croissance dans la région. Sur le front des marchés financiers, ceux-ci continuent d'être ballottés au gré des anticipations des investisseurs quant à l'ampleur et la durée de la crise. Cette semaine, les plans de soutien dévoilés par les banques centrales ont eu pour effet de restaurer au moins temporairement l'optimisme des investisseurs. En témoigne le net rebond enregistré par la plupart des indices boursiers internationaux au niveau de la sous-région. L'actualité de la semaine a principalement été marquée par la mise en place en Côte d'Ivoire d'un fonds de 200 milliards de francs CFA en soutien aux petites et moyennes entreprises. Cette enveloppe devrait également bénéficier aux entreprises du secteur informel particulièrement touchées par la baisse de leur activité en raison des mesures prises de lutte anti-propagation du coronavirus. Et comme partout ailleurs dans le monde, l'Afrique affronte un double choc sanitaire et économique. Début avril 2020, 31 pays sur 54 avaient fermé leurs frontières pour freiner la propagation de la pandémie, accentuant ainsi les difficultés économiques. Pourtant, en pleine tempête boursière mondiale, les bourses ouest-africaines ont limité les dégâts. Pape Ibrahima Ndiaye. Sur la planète finance, la pandémie de Covid-19 n'épargne personne. En face des chutes spectaculaires des places financières occidentales, les bourses ouest-africaines se maintiennent. Le premier cas de personnes testées positives au Covid-19 en Afrique a été annoncé le 14 février et concernant l'UEMOA le 2 mars. Depuis lors, les marchés des capitaux africains n'ont pas eu des réactions de la même ampleur que celles enregistrées au niveau des bourses américaines, européennes, asiatiques. Certaines bourses africaines, comme celle de Casablanca, de Lagos, ont enregistré par contre des reculs respectifs de 21 à 13,6% en une semaine. Quant à la BRVM, la baisse est de moindre ampleur avec un recul moins hebdomadaire d'environ 1,88% au cours du mois de mars 2020. Par exemple, mardi 14 avril, l'indice BRVM s'est établi à 125,57% avec une variation positive de 0,66%. Quant à l'indice BRVM Composite, il s'était établi à 133% avec une variation positive de 0,22%. D'après le directeur général de la Bourse des valeurs régionales mobilières en raison des mesures prises par les différents États afin de limiter la propagation du Covid-19, fermeture des frontières, couvre-feu, confinement, certains secteurs d'activité sont forcément plus touchés que d'autres, notamment le transport, la logistique et la distribution. Il en va de même pour le secteur agricole en liaison avec la chute des cours mondiaux et les difficultés liées aux exportations. Ainsi, les titres liés à ces secteurs d'activité enregistrent pour la plupart des baisses significatives, avec des prévisions de croissance à l'échelle continentale estimée à 1,8% contre 3,2%. Vous connaissez la raison. Nos États doivent mener toutes les diligences requises afin d'éviter que le pire advienne. Pour rappel, la Bourse régionale des valeurs mobilières, créée en 1976, assure une mission de coordination des bourses communes dans 8 pays de la sous-région, le Sénégal, Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Niger ou encore le Togo. Pape Ibrahima Ndiaye, merci.
Certains Sénégalais de la diaspora attendent avec impatience l'aide financière de l'État. Il faut savoir que ceux qui sont en situation irrégulière et qui le plus souvent sont des marchands ambulants ne travaillent plus depuis un bon moment à cause du confinement. C'est du moins le témoignage de Mohamed Osni Mbodj, Sénégalais basé en France depuis des années. Nous l'écoutons. C'est-à-dire il y a beaucoup de Sénégalais en fait qui sont ici en Europe mais qui sont dans l'informel. Ces genres de personnes, ils ne sont pas pris en charge par l'État, ni au niveau des aides sociaux, ni au niveau de la santé ou quelque chose comme ça. Mais heureusement, il y a certains pays qui ont commencé à réfléchir sur ce plan parce qu'ils se disent que si ces personnes ne sont pas prises en charge, en réalité, c'est des bombes ambulantes, quoi. Je pense que c'est le cas du Portugal qui a décidé de régulariser tous les sans-papiers qui sont sur le territoire, au moins pour la durée du confinement, la durée du combat contre le Covid-19. La Belgique est en train d'étudier pour faire de même. La France aussi, mais par ailleurs, la France voudrait aller plus loin, c'est-à-dire de pouvoir régulariser les personnes, les sans-papiers qui sont sur le territoire, mais éventuellement de pouvoir offrir des titres de séjour à des personnes qui peuvent apporter quelque chose derrière. C'est-à-dire, après le coronavirus, il y aura un effondrement de l'économie européenne. Donc, on aura besoin de ces sans-papiers et de les régulariser. Quand on dit régulariser, leur offrir un titre de séjour qui leur permet d'avoir le droit du travail, mais d'avoir les aides sociaux et aussi de pouvoir intégrer carrément le système et de pouvoir apporter leur pierre en fait à relever l'économie. Le seul problème, c'est que c'est par rapport aux aides sociaux. Ils ne peuvent pas recevoir ni de l'argent ou quelque chose comme ça. Certains qui payaient les loyers alors que c'était des marchands ambulants, ce sera compliqué pour eux. C'est ça en fait le grand souci. Mais je pense qu'avec le fonds que l'État sénégalais a alloué pour la diaspora, peut-être ça pourra apporter quelque chose à ces personnes-là aussi. À présent, la rubrique Roundup, retour sur l'actualité économique de la semaine, ici et ailleurs, Our Job Sam. On démarre ce round-up avec nos voisins de la Gambie. Le Fonds monétaire international a approuvé mercredi 15 avril le décaissement de 15,55 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 21,3 millions de dollars en faveur de la Gambie au titre de la facilité de crédit rapide. Ces fonds vont aider le pays à répondre à ses besoins urgents en matière de balance des paiements et vont soutenir les efforts des autorités pour contenir la propagation du Covid-19 et limiter ses impacts économiques et sociaux. La pandémie mondiale et les mesures d'urgence connexes ont mis à l'arrêt l'industrie du tourisme, pilier de l'économie gambienne, perturber le commerce et réduire les envois de fonds et les entrées de capitaux privés. Selon le FMI, la croissance du PIB réel prévue pour 2020 a été révisée de 6,3% à 2,5% et les perspectives de la balance des paiements se sont affaiblies d'environ 46 millions de dollars, soit 2,4% du PIB. Quant à l'impact budgétaire brut immédiat, y compris les déficits de recettes dus à la perturbation de l'activité économique et au retard attendu de l'investissement public, il est estimé à environ 3,6% du PIB. Agriculture, 8,5 milliards de dollars, c'est le montant que pourrait représenter, d'après la Banque mondiale, les pertes et dommages causés par les criquets pèlerins au niveau mondial en l'absence de mesures de contrôle à grande échelle. À l'heure actuelle, les essaims de criquets ont déjà touché 23 pays à travers le monde, alors que l'Afrique de l'Est est le principal foyer avec 4 pays affectés, notamment l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie et l'Ouganda. Le phénomène n'épargne pas des régions comme le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et l'Afrique du Nord, si la lutte reste plombée par le Covid-19 en raison du retard dans la livraison des équipements de contrôle et la faible disponibilité des avions pour l'épandage aérien. La Banque mondiale souligne qu'il reste urgent d'agir. En effet, précise l'organisation, la population d'insectes pourrait être multipliée par 400 d'ici juin prochain et s'étendre dans de nouvelles régions comme l'Afrique de l'Ouest où les cultures seront prêtes à être récoltées.
électricité. Le Fonds pour l'énergie durable en Afrique, géré par la Banque africaine de développement, vient d'allouer une subvention de 760 000 $ à des projets d'énergie renouvelable sur le continent. Ces fonds ont été alloués à Empower New Energy qui développe au moins 8 projets de mini-centrales renouvelables d'une capacité comprise entre 1 et 10 MW plus précisément. Ils serviront à la réalisation des travaux préparatoires des projets parmi lesquels les études de faisabilité, la due diligence légale, l'évaluation de l'impact social et environnemental et la gestion du risque. Les petites et moyennes centrales solaires, hydrauliques ou hybrides selon le cas. La compagnie qui est implantée au Kenya et au Ghana espère lever jusqu'à 500 millions de $ pour développer des projets permettant de créer 20 000 nouveaux emplois et de produire à terme jusqu'à 585 gigawatts d'électricité propre par an. Transport aérien. Alors que le trafic passager est suspendu en raison de la pandémie de Covid-19, Rwandair veut atténuer son manque à gagner. Le transporteur a démarré les vols tout cargo vers 3 destinations pour soutenir les exportations ainsi que les importations de produits essentiels. Pour ces opérations cargo, la compagnie nationale du Rwanda a mis à disposition sa flotte long courrier Airbus A330 pour connecter Bruxelles, Londres et Guangzhou en Chine. Les dessertes de Bruxelles et Londres visent à soutenir les exportations vers l'Europe tandis que Guangzhou permet l'accès aux fournitures médicales et aux produits essentiels nécessaires dans les pays. Ces vols permettraient aux producteurs locaux d'accéder aux marchés internationaux ainsi qu'à l'importation des marchandises nécessaires dans le pays. Ces vols permettraient aux produits locaux d'accéder aux marchés internationaux ainsi qu'à l'importation des marchandises nécessaires. Pour finir, hydrocarbures, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il était temps de faire redémarrer l'Amérique mise en confinement depuis plusieurs semaines pour endiguer la pandémie du Covid-19. Une relance qui se fera étape par étape et prudemment pour éviter une nouvelle vague de contamination. Une annonce bien accueillie par les marchés pétroliers. Le Brent, référence internationale, a augmenté de près de 3% en Asie pour atteindre 28,65 $ le baril, tandis que le WTI, référence américaine, a grimpé de 0,6% à 19,99 $ le baril, mais reste toujours autour de son plus bas niveau depuis 2002. Cette mesure devrait faire repartir la demande et conforter le marché pétrolier domestique en faveur duquel le président américain a fourni beaucoup d'efforts au cours des 3 dernières années. Audiopsen, la suite de l'émission juste après ceci. Le quiz. Je vous propose le best-of de votre rubrique Le Quiz. Voici le passage d'Eliman Abi Khan, président de Leg Africa. On arrive au quiz. J'ai en face de moi un ancien capitaine de génie en herbe de son lycée. Eliman, vous êtes prêt? Mais maintenant j'ai la mémoire sélective. Hein. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. On y va? Go. Première question. Un baril de pétrole contient combien de litres? Vous avez 2 secondes. Je passe. Exactement 158,9 887 294 litres. Deuxième question. Est-ce que vous êtes cinéphile? Un peu, voilà. Qui était l'acteur principal du célèbre film de science-fiction Terminator? C'est Soskov. Comment on appelle encore le balèze là? Vous avez 2 secondes. Bon, j'ai pris le son nom. Schwarzenegger, c'est ça? Good. Voilà. Calcul mental. Un peu de table de multiplication. 9 x 7. 9 x 7? 56. 63. Vous n'apprenez pas vos tables de multiplication. C'est grave. C'est archi grave. Bon, on va faire 20. Bon, essayez de. Bon, vous êtes un canne quand même, je peux vous comprendre. 20 plus 8 moins 7. C'est 21. Good. Vous êtes football, vous êtes sport? J'ai marqué de beaux buts à l'époque, mais rarement. Je suis né le 20 mai 1952 à Yaoundé au Cameroun. Je suis un ancien footballeur. J'évoluais au poste d'avant-centre. J'ai marqué toute une génération après ma participation à la Coupe du Monde en Italie en 1990. Roger Mila. Good. Dernière question, devinette. Qu'est-ce qui a 2 aiguilles et qui ne pique pas? Qu'est-ce qui a 2 aiguilles et qui ne pique pas? Je sais pas. Une montre.
Ah, ok. J'en ai une en plus. Je l'ai regardé tellement. J'ai vraiment voulu vous tendre la main. Vous n'avez pas fait honneur au Cannes. En tout cas, merci Eliman Adiken. Merci. C'était un réel plaisir de vous recevoir dans Business Mag. Dernier élément de votre magazine Business Mag. Merci à Beran Sissé qui a assuré la partie technique. Rendez-vous samedi prochain ici à partir de 11h10. Dans un instant, la grande édition de 12h le midi 15 sur iRadio. D'ici là, n'oubliez pas de vous laver les mains régulièrement avec du savon. Utilisez un gel hydroalcoolique. Évitez les déplacements inutiles. Évitez les rassemblements. #restez chez vous. Ensemble, nous vaincrons. Rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah. Merci.